bonjour. Nous sommes le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi. C'était en 1869. Cette journée marque aussi la journée internationale de la non-violence. Nous sommes vendredi. Bienvenue dans le ZCL. Au programme aujourd'hui, nous commencerons avec du cinéma et Patricia Montpierre, qui est à la tête de l'association pour le développement du cinéma d'art et d'essai de la Guadeloupe. Et nous accueillerons aussi en face d'elle, donc il n'est pas prof, il est élève encore, en BTS audiovisuel à Pointe-Noire, Audran Pouclé. Et vous étiez du voyage donc au Festival du film de Trinidad. Donc on reviendra avec vous un petit peu sur cette aventure, parce que c'était une aventure. En deuxième partie, nous recevrons justement à l'occasion de la journée de la non-violence le docteur Augusti qui nous vient du Kerala. Il rencontre des élèves aujourd'hui dans des collèges de Guadeloupe. On dit quelques mots des titres de ce vendredi. Dimanche se tiendra la 11e journée de nettoyage des fonds marins. Des opérations seront organisées dans toute la Guadeloupe, en mer et sur le littoral, aux côtés de l'école de la mer. D'autres acteurs seront actifs à l'image du port de la Guadeloupe. Et puis surfer sur le tourisme vert, développer la destination Guadeloupe, des questions évoquées lors d'un colloque sur le secteur qui s'est tenu au Sénat hier. Nous reviendrons dessus. Et puis hier également, 1er octobre, marquait l'ouverture du mois du créole. À cette occasion, et comme un clin d'œil à ce rendez-vous au long cours, nous vous avons interrogé sur votre expression préférée en créole, bien sûr. Voilà, donc on tourne une page de cinéma ce vendredi. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes là ? Parce que vous êtes de retour du festival du film de Trinidad et Tobago qui s'est déroulé durant le mois de septembre. Pour votre part, c'était du 23 au 29 septembre le séjour. Tout à fait. Alors Patricia, d'abord, comment ça s'est passé ? Un cinéma qui a toujours été riche en rencontres et en partage, parce que c'est l'occasion pour nous de présenter la Caraïbe française, puisque malheureusement nos on va dire, collègues des autres îles ont du mal à identifier la Guadeloupe dans notre, on va dire, archipel caribéen. Identifier, ça veut dire que carrément ils voient des fois, ils ne voient pas du tout, pas bien la Guadeloupe. Ils n'arrivent pas à situer du tout la Guadeloupe, pour certains. Et notre rôle aussi est de montrer qu'il y a un cinéma qui existe, que nos îles existent. C'est que comme les Français sont écartés des Espagnols et des hispanophones et des anglophones, donc ça crée toujours des problèmes par rapport à la langue. Et ce festival nous permet de faire ce lien et ça nous permet de mettre en place des coproductions, de montrer aussi nos productions là-bas. Donc on avait 3 films en compétition, Guadeloupe et Martinique inclus. Et nous sommes revenus avec un prix, puisque Julien Siloré a eu donc, le prix du meilleur court-métrage, donc francophone et créolophone. Et nous sommes très très heureux et c'est la première fois qu'un film guadeloupéen gagne au Festival Trinidad pour ses 10 ans en plus. Donc, il y a de quoi se réjouir, c'était donc un bon millésime. Tout à fait. Et la délégation guadeloupéenne, vous étiez à la tête de combien de... Alors à la tête, non, nous étions une délégation informelle de 20 personnes venant de la Guadeloupe, avec tous des interventions et des objectifs différents. Donc il y avait le BTS audiovisuel qui était venu pour réaliser des images pour un futur documentaire qui va être présenté au FEMI. Il y avait donc des producteurs qui étaient là pour participer au premier marché du film. Nous, l'APCAG, nous étions là dans 2 cadres, dans le cadre de la promotion de l'atelier scénario qu'on a fait et également pour le lancement de la première base de données cinéma caribéenne que nous avons fait en partenariat avec le Festival de Trinidad et Tobago. Alors je me tourne vers Audran, donc vous êtes élève en BTS audiovisuel à Pointe-Noire. Tout à fait. Qui se prépare en 2 ans. En 2 ans, exactement. Alors comment vous avez vécu un petit peu cette immersion dans le monde professionnel aussi ? J'imagine que c'était une bonne occasion de comprendre un petit peu le fonctionnement du marché. Oui, tout à fait. En fait, nous étions 5 élèves à partir avec un professeur. Et oui, ça nous a permis de découvrir vraiment le monde du cinéma, de faire des rencontres avec des réalisateurs, des producteurs, d'échanger. Donc on a fait des interviews. Donc les gens étaient accessibles. Tout à fait, vraiment très accessibles. C'était vraiment très facile. Enfin, ça a été très facile pour nous de les approcher, de discuter avec eux. Et donc ça vous a conforté dans... vous êtes étudiant en audiovisuel, donc ça vous a donné encore plus envie de continuer dans cette voie ? Ah oui, tout à fait, oui. Enfin, on a vraiment découvert en fait ce que c'était que le monde, du point de vue des réalisateurs, des producteurs, le monde un peu au-dessus de notre niveau, quoi.
Alors, il y avait beaucoup d'acteurs de la Caraïbe. Ils sont tous là. Ça va au-delà. Il y a peut-être des producteurs américains. Tout à fait, tout à fait. Donc, le TTFF, le Trinidad Tobago Film Festival, rassemble tous les acteurs de la Caraïbe, d'Amérique du Sud et aussi du Nord-Amérique. Donc, on avait des producteurs d'Hollywood, comme ça a dit, des festivals de Los Angeles qui étaient là, des acteurs aussi qui sont venus voir s'ils pouvaient essayer on va dire, de rentrer dans le réseau caribéen, puisque c'est quand même un réseau émergent de films et de producteurs. Mais qu'est-ce qui les attire justement, ces producteurs, disons d'Hollywood par exemple? Ils étaient pas tous là, bien sûr, on l'imagine bien. Oui. Mais est-ce que c'est par exemple des lieux de tournage potentiels? Est-ce que ce sont les réalisateurs caribéens, la Caribbean Touch? Alors la Caribbean Touch, bien sûr. Le créole et surtout la nouveauté. Le système hollywoodien fait qu'ils ont toujours besoin de nouveautés et c'est vrai que nous, on peut jouer la carte de la nouveauté, de la différence, proposer nos films, des histoires qui ne sont pas encore connues, qui n'ont pas encore été dites. Et la qualité de nos producteurs, de nos réalisateurs et de nos techniciens fait que notre niveau continue à monter. Donc ils surfent sur la vague et ils regardent qui sera le prochain film à être présenté sur le marché en fait. Alors là, il y a des producteurs, est-ce qu'il y a des diffuseurs aussi, par exemple des chaînes de télévision qui sont intéressés, qui recherchent des programmes aussi? Alors il y a des programmateurs de festivals, programmateurs de télévision, PBS, CBS. Alors, le marché du Trinidad et Tobago Film Festival est vraiment orienté sur l'Amérique. Donc cette année-ci, ils ont quand même invité des distributeurs français, donc il y avait Memento Film, etc., et qui ont pu effectivement voir les capacités, les possibilités qu'il pouvait y avoir dans la Caraïbe, ce qui est encore une ouverture pour nous, car on peut effectivement mettre en prétendre à leur demander, vous êtes venus, vous avez vu qu'on est capable, nous aussi on est là, on est français mais on est aussi caribéen et on propose des choses qui pourraient vous plaire. Voilà. Et justement le fait d'être francophone, est-ce que ça reste une barrière ou... Alors là, pas du tout, car l'unique barrière qu'on aurait, ce serait le sous-titrage, puisqu'il faut que nos films soient compris à l'extérieur. Et nous avons déjà une équipe qui est bien mise en place au niveau de la Guadeloupe et de toute la Caraïbe pour pouvoir réaliser ce sous-titrage. Donc, pas de souci. Il faut juste qu'on nous fasse confiance et qu'on puisse s'émerveiller, émerveiller les gens au niveau du monde. Voilà. Alors Audran, je reviens un petit peu vers toi. Une fois de plus, comment tu as vécu ça et comment toi tu as senti ce cinéma caribéen? En fait, j'ai trouvé que ça nous a apporté beaucoup de choses parce que on a découvert vraiment, on connaissait pas vraiment le cinéma caribéen. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y a des réalisateurs et des producteurs dans toute la Caraïbe, donc de Haïti jusqu'à Trinidad et Tobago. Et franchement, oui, ça nous a apporté beaucoup de connaissances et de savoir que... Il y a eu des projections aussi? Ah oui, on a participé, on a vu pas mal de courts-métrages, de documentaires. Oui, et ça nous a aussi réconforté de savoir que nous, on pourra évoluer dans ce cinéma-là caribéen. Donc ça sera votre terrain de jeu aussi en tant que peut-être réalisateur, voilà, ça nous a permis de savoir qu'on pouvait rester ici. Et de savoir qu'il y avait des perspectives. Alors, on a parlé de, Patricia, de ce database, donc cette base de données en fait, caribéenne du film. Alors, dites-nous en un petit peu plus. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille avec 4 pays qui sont Cuba, la République dominicaine, Trinidad et la Guadeloupe à travers l'APCAG sur un projet de mise en commun, en réseau du patrimoine audiovisuel et cinématographique. Suite à un projet ACP Culture Plus, on a réussi à mettre en place un projet pour déterminer une base de données en ligne qui serait achalandée chaque année par tous les acteurs et aussi les festivals de la région pour pouvoir montrer ce que nous faisions comme une vitrine ouverte sur le monde de la Caraïbe. Donc comme je répète souvent, nous sommes une Caraïbe avec différentes langues, français, espagnol, papamiento, créole et hollandais, puisqu'il faut tous les rajouter. Il ne faut pas l'oublier, puisqu'il y en a. Donc néerlandais, je dis hollandais, néerlandais. Et en fait, cette base nous permet de montrer que toutes les productions qui ont été faites, toutes les productions qui arrivent sur le marché, et nous donner cette force qu'on n'a pas quand on se présente tout seul à l'étranger pour dire nous sommes caribéens. Là, on a une vitrine et cette vitrine, je l'espère, va s'achalander jusqu'à dans 10, 15, 20 ans, qu'on puisse avoir quelque chose d'exceptionnel puisque ça nous permet, nous aussi, de préserver notre patrimoine et de montrer ce qu'on est capable de faire. Et est-ce que d'autres pays de la Caraïbe vont se joindre à cette initiative? Alors pour l'instant, ce sont les premiers partenaires qui sont dessus. On a déjà eu des demandes de francophones, de Caribéens qui habitent
à l'étranger qui voudraient aussi intégrer cette base. Et on dit, mais venez, présentez-nous vos films. Nous, on fait la traduction en français pour toute la partie francophone. Donc, haïtiens, guadeloupéens, martiniquais, guyanais, départements d'outre-mer. En général, la Réunion aussi. Pourquoi pas, après, effectivement, les rajouter à cette base. Mais là, on commence et on espère aller jusqu'au bout. Ce qui est assez réjouissant, Patricia, c'est quand on vous entend, c'est-à-dire que la Caraïbe va marcher ensemble dans ce marché cinématographique. On l'imagine, c'est pas facile, il y a de la concurrence de partout, c'est une concurrence mondiale dans le marché du film. Donc là, il y a vraiment une union, en fait, pour attaquer aussi les marchés mondiaux et se présenter. Alors, l'union fait la force, n'est-ce pas ? Et surtout par rapport à la coproduction. Le fait de coproduire avec nos partenaires caribéens nous permet d'accéder à des marchés qu'on ne pourrait pas accéder en tant que Français. Comme par exemple, pour le projet ACP Culture Plus, nous, on est département français, nous n'avons pas le droit de soumettre à ce programme. Et on a pu le faire en partenariat avec une autre film. Donc ça nous a permis de créer quelque chose qu'on n'aurait pas pu peut-être trouver les fonds tout de suite pour le faire. Alors, Audran, en tant qu'étudiant en BTS audiovisuel, vous avez réalisé, je crois, un film sur les coulisses du festival. Oui, exactement. En fait, le but, c'était de présenter le festival du film et donc de faire des interviews sur les réalisateurs, etc. Et donc après, ce documentaire sera présenté lors du FEMI. D'accord, donc la prochaine session du FEMI. Donc ça va être, vous allez en profiter pour travailler sur le montage. Pour vous, c'est un exercice pratique en fait. Oui, voilà, l'image, le montage et ouais, voilà, de monter un petit documentaire qui, j'espère, va attirer et plaire aux téléspectateurs. C'est parfait. Peut-être un dernier mot sur le cinéma. Il y a de quoi y croire pour la Guadeloupe et il y a des perspectives, des ressources. Audran en est une preuve vivante. Ils sont là, les jeunes. Ils sont là, les jeunes. La génération qui vient est là. Ils adorent le cinéma. Ils veulent en faire un moteur pour la culture caribéenne en général. Moi, qu'est-ce que je dirais ? Je dirais, venez voir les films de nos réalisateurs quand on les projette, parce que ça permettra effectivement de continuer à développer cette économie, puisque nous avons besoin de cette économie du cinéma pour se développer. Nous, de notre côté, on continue à faire un travail de promotion et on essaie, à travers de cette base de données, de pouvoir promotionner partout dans la Caraïbe d'abord et à l'extérieur les productions qui ont été faites et celles qui vont sortir. Et surtout, nos réalisateurs ont du talent, nous avons des techniciens qui sont magnifiques, donc soutenez-les, allez voir leurs films. Le prochain rendez-vous caribéen pour vous, Patricia? Alors, le prochain rendez-vous caribéen pour moi, ce sera en fin janvier de l'année prochaine, puisque nous partons au festival de Clermont-Ferrand avec nos partenaires caribéens pour présenter cette database et pour présenter aussi notre sélection de films qu'on fait chaque année. Ça fait 3 ans qu'on y va au marché du film de Clermont-Ferrand. Ou sinon, c'est les festivals de nos partenaires, le Festival de la République dominicaine au mois de novembre et le Festival de Cuba au mois de décembre. C'est un beau programme. Oui, tout à fait. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau pour nous parler donc du Festival du film de Trinidad. Restez avec moi quelques secondes, le temps de lancer le premier sujet. Dimanche se tiendra la 11e journée de nettoyage des fonds marins. Des opérations seront organisées dans toute la Guadeloupe en mer, mais aussi sur le littoral. Aux côtés de l'école de la mer, d'autres acteurs seront actifs dans le grand port maritime ou encore la région, ouverte à tous les clubs de plongée et autres associations. Près de 1000 participants devraient être mobilisés sur près de 30 sites différents. Dimanche en Guadeloupe, 5 écoles et collèges seront également de la partie. Voyons ce reportage, il est signé Charlie Dagonia. Fois que le grand port maritime participe à cette opération. C'est la 5e fois, mais ce n'est pas une fois comme les autres pour nous, parce qu'on va plus loin dans notre engagement. On va plus loin parce qu'on passe à une véritable gestion planifiée, un plan de gestion de nos espaces maritimes et terrestres du petit cul-de-sac marin. La nécessité de gérer dans la durée. Pour l'instant, on a accompagné des initiatives ponctuelles. Ça ne nous suffit pas, il faut qu'on aille plus loin que ça. On voit que ça se répète chaque année, mais qu'on ne franchit plus d'étapes. La mobilisation est maintenue, mais on ramasse toujours autant de déchets. On a besoin d'une gestion beaucoup plus complète, et pas tout seul, avec des partenaires. D'ailleurs, la semaine prochaine, je signerai avec le maire de la ville de Pointe-à-Pitre
l'ONF et le Conservatoire du Littoral, une convention pour qu'on s'entende sur comment on se met ensemble, comment on crée un partenariat pour gérer l'îlet Cochon, le premier îlet qui est en face du port. Cette année, on a un peu plus de bénévoles, on est à 1016 aujourd'hui, mais il y a quand même plein d'éléments individuels, on va dire, qui se rajoutent au dernier moment, et on a encore des inscriptions au jour d'aujourd'hui à 3 jours de l'opération, donc je pense qu'on va largement atteindre les 1200 participants, avec toujours une implication forte des collèges, des écoles, et puis toujours les clubs de plongée qui sont avec nous, les clubs d'apnée, mais aussi un phénomène nouveau, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu marin. Club de handball, le Rotaract, l'association des gendarmes, donc des gens qui a priori n'ont pas, on va dire, une vocation à nettoyer les fonds marins et les plages, mais qui cette année s'inscrivent volontiers avec plaisir et qui ont envie de faire passer le message au sein de leur structure, d'informer, de sensibiliser les gens, puisque c'est aussi quand même l'objectif de cette journée, ce n'est pas que de nettoyer, c'est aussi toujours de faire modifier les comportements, qui évoluent certes, mais encore doucement, et chaque année on a encore des quantités de déchets à ramasser. On peut recycler toutes nos affaires, tous nos déchets de l'alimentation, de la consommation, et que faut arrêter de jeter n'importe où, on a vraiment ce qu'il faut partout à terre pour trier, il faut arrêter de prendre que la mer pour une poubelle, la mer n'est pas une poubelle. Alors comme le dit si bien le petit texte qui est derrière moi, et ça va être avec mon petit accent métropolitain, c'est Gadé, ça qui est tini à d'enfant de l'armella. Voilà, rendez-vous donc dimanche. On dit quelques mots en bref de l'aérien et ces quelques nouvelles. Grandbourg-Paris, ce sera possible dès le 1er novembre avec Air Caraïbes. La compagnie ouvre une ligne via Naviguaire. Au départ de Marie-Galante, les passagers rejoindront la gare maritime de Bergevin par bateau et seront par la suite pris en charge en minibus jusqu'à Pôle Caraïbes. Arrivés à Paris, ils relieront la flotte long. Ils rejoindront enfin Paris-Orly-Sud à bord de l'un des Airbus de la flotte long courrier d'Air Caraïbes. Et puis la compagnie aérienne Air Canada augmentera cet hiver le nombre de vols vers la Guadeloupe et à la Martinique au départ de Montréal où elle a renforcé en accord avec Air China son partage de codes. À partir du 24 décembre, la compagnie ajoutera progressivement 1 puis 2 vols par semaine à sa rotation du samedi entre Montréal et Pôle Caraïbes. Le 1er octobre a marqué hier l'ouverture du mois du créole. À cette occasion et comme un clin d'œil à ce rendez-vous au long cours, nous vous avons interrogé sur votre expression préférée. C'est le micro-trottoir du jour. Les propos sont recueillis par Maxime Morel et Nicolas Aglas. Chapeau à Puruteta. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui veut dire, mais pas prendre chapeau à plus haut qui route à tête. Qui veut dire qu'il faut mettre chapeau à route à tête. Je n'aime pas faire chapeau. Ça veut dire sans café, il ne faut pas tout le monde faire même bête. Je n'ai pas fait chaque. On ne peut pas donner des cocos pour abricots. Ça c'est déjà quelque chose. Les cocos sont les cocos, les abricots sont des abricots. Et aussi, on ne peut pas prendre un homme pour placer dans un poste comme une femme. Une femme, c'est une femme, un garçon, c'est un garçon. Alors, mon dicton du jour, c'est « ou pas qu'à baisser la tête pour ramasser rien ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est, comment dire, rebondir, c'est rebondir, quoi, voilà. On ne peut pas vivre sans bon Dieu en Kéayo. Ça qu'il a pour, de l'eau pas cachailler. Ça signifie que ce qu'il y a là pour toi, ça restera toujours pour toi. Ces amis qui font ses camarades pas ni tête. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si on attend trop sur les amis, eh bien, on est perdu. Eh bien, c'est dans qu'on est à ce qui boit à monter. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On ne fait pas n'importe quelle chose avec n'importe qui et n'importe où. C'est ces amis qui font crabe rester sans tête. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on va suivre les amis, quand on va raconter famille, alors toujours qu'on crée des problèmes. Pourquoi pas non? Voilà. Malheureux pas négocier. Ah ben, quand tu es pauvre et que tout ce qui t'est arrivé est bénéfique, et bon, donc quand tu pars à zéro, tout ce que tu gagnes, c'est gagné.
Voilà, 12h50 dans le ZCL. On va prendre une courte page de publicité. Ensuite, nous continuerons avec l'information et notre invité, on l'espère, qui va arriver, qui devrait être arrivé. On prend une page de pub et on se retrouve rapidement. À tout de suite. Voilà, bientôt 13h dans le ZCL. En attendant notre invité, le docteur Augusti, qui doit intervenir à l'occasion de la journée de la non-violence. On continue avec l'information. Surfer sur le tourisme vert, développer la destination Guadeloupe. Des questions évoquées lors d'un colloque qui s'est tenu hier au Sénat. Jean-Pierre Philibert, le président de la FEDOM, la Fédération des entreprises outre-mer, est revenu sur ces débats. Maurice Cessé, notre correspondant à Paris, l'a croisé dans les travées de Top Reza, porte de Versailles à Paris. On écoute Jean-Pierre Philibert au micro de Maurice Cessé. C'était un colloque important d'abord pour bien montrer la richesse, la diversité du tourisme ultramarin et notamment le tourisme, puisque c'était l'objet du colloque, la bannière bleue et verte, c'est-à-dire un tourisme responsable, un tourisme durable. Nous sommes devant ici le de la Guadeloupe, l'exemple même, avec la réserve naturelle, avec le parc des Mamelles, avec les magnifiques spots que l'on a sur Basse-Terre, avec les îles naturellement de Guadeloupe. C'est ce tourisme-là qui est un tourisme respectueux de l'environnement, qui est un tourisme respectueux de nos cultures, de nos traditions, de la richesse de nos compatriotes d'outre-mer, avec les malheureux clichés que l'on véhicule trop souvent. C'est ce tourisme-là que nous proposons collectivement et dire à nos compatriotes de métropole, puisque c'est eux qui sont notre clientèle favorite, et venez, vous y serez accueillis, vous aurez un cadre exceptionnel, vous aurez la gentillesse, vous aurez tout ce que vous rêvez d'avoir. Faites ce voyage de rêve et faites-le outre-mer. Quelles sont les faiblesses de ce secteur du tourisme aujourd'hui aux Antilles, notamment en Guadeloupe? La faiblesse, nous la connaissons. Il y a une faiblesse d'abord qui est une faiblesse immédiate. C'est le déficit de compétitivité. Nous sommes dans un environnement, on le voit bien ici aujourd'hui, où vous avez des destinations qui sont vendues moins cher parce que naturellement les coûts sociaux sont des coûts sociaux qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors nous qui ne voulons pas naturellement baisser les salaires, comment le pourrait-on, et nous ne le voulons pas, il faut qu'on se batte autrement. Donc on se bat sur les exonérations de charges, il faut qu'on se batte effectivement pour améliorer la compétitivité de notre secteur. Ça c'est notre première difficulté, elle est immédiate et elle est majeure. Et puis il y en a une seconde, c'est que si comme nous l'espérons, le tourisme se développe outre-mer parce qu'il le mérite véritablement, je voudrais que vraiment qu'on comprenne que c'est une destination, quand on y va, quand on va outre-mer, on n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Il va falloir améliorer aussi nos infrastructures hôtelières. Elles souffrent, on a beaucoup d'infrastructures qui sont soit endettées, soit qui ont disparu. Et que si on veut avoir plus de touristes, et plus de touristes dans les structures officielles, celles qui paient, si j'ose dire, leurs impôts, leurs taxes, etc., il faudra qu'on les développe. Et pour les développer, il faut aussi qu'on ait les bons outils. Ça, c'est notre job à la FEDOM, avec le gouvernement, de faire en sorte que les bons outils soient au rendez-vous du dynamisme touristique de nos territoires. Voilà, et les amateurs de super motards ont de quoi se réjouir. Hier, les élus de BMAO et les concepteurs ont visité le terrain du futur circuit de super motards. Tous les détails avec ce sujet signé Maxime Morel. On est sur le site du futur pôle super motard à BMAO, qui va faire une piste qui va faire 1,8 km au total, avec 2 pistes de 9 mètres. Et cette piste sera agrémentée de zones pour stocker les motos, d'entretien, de polyspectateurs. Elle sera éclairée. C'est un projet qui me tient à cœur, que j'avais déjà proposé aux jeunes Guadeloupéens, aux super motards, que nous menons avec l'association des super motards et surtout M. Clairville, Jean-Michel je crois, qui s'occupe de cela. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain, nous avons commencé déjà quelques travaux. Nous avons eu l'autorisation du préfet de l'époque et actuellement, nous sommes en train de préparer l'autorisation d'occupation temporaire parce qu'il n'y a pas
comme le disait le bureau d'études, gros travaux ici, on ne touche pas aux arbres, il n'y a que de la voirie à faire. Là, il est là pour faire le plan topographique, pour attaquer la piste. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes venus avec lui encore finaliser les dernières retouches pour pouvoir faire déjà les tracés de cette piste. Nous aurons un aménagement à faire à l'entrée pour des places de parking, il y en aura. C'est un projet qui peut commencer très vite. Déjà, on a le plan topographie, parce que la zone est libérée, on ne touche pas aux arbres, on ne touche à aucun arbre qui va être ici. On va rester sur ceux qui ont été dégagés depuis longtemps. Et dès qu'on a le plan topo, on va présenter un projet au maire qui va choisir, qui va le valider. Et on pourra après commencer à faire les réseaux et les études réglementaires. Voilà, je vous le disais, le 2 octobre marque la journée internationale de la non-violence et c'est pourquoi nous recevons sur ce plateau monsieur le docteur Augusti, il est délégué du gouvernement de l'État du Kerala pour la non-violence. Bonjour. Merci d'être avec nous et son traducteur à ses côtés. Bonjour. Oui, bonjour. Nous avons aussi monsieur Narayasamy du Gopio. Donc le Gopio qui est à l'origine de cette invitation. Oui, c'est nous qui organisons cette manifestation, comme vous l'avez dit, dans le cadre de la Journée internationale de la non-violence et par rapport aux problèmes de violence qui se sont développés de manière exponentielle au cours de ces dernières années. Alors, monsieur le docteur Augusti, d'abord, ce matin, vous étiez aux côtés des élèves de Sainte-Rose. Alors, comment s'est passé ce premier contact avec les élèves? You were at St. Rose this morning, and how it is passed this morning? Good morning. This morning? This morning, yeah. I had some programs. Especially this is the day of the Gandhi's birth, and that day, all over the world we are celebrating it as World Non-Violence Day. As part of organizing the Non-Violence Day, we went to some schools today morning and we had discussions with the students and teachers about the need of going to be non-violent and also the need for practicing Gandhi's philosophy of non-violence and satyagraha. It went on quite very well. Ok. Aujourd'hui, c'était la journée internationale de non-violence. C'est le 2 octobre. C'est le même jour, c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est le 146 anniversaire de Mahatma Gandhi. Donc, in that connection, cet programme, on a parti pour l'école de Sainte-Rose. On a rencontré beaucoup d'étudiants, beaucoup des élèves, beaucoup d'enfants. On a bien parlé avec eux. C'est quoi c'est la non-violence? Est-ce que c'est nécessaire pour la communauté? Est-ce que c'est nécessaire pour la population? Alors justement, vous parliez de la philosophie de Gandhi. Est-ce que les enfants, les élèves, ils sont réceptifs à ces messages du Mahatma Gandhi? The non-violence, whether the children they understand the non-violence. Certainly they understood, no doubt about it. The problem is understanding is just because we interpret it in our own language. If we want to communicate them properly, if they want to understand them properly, we should go to their own language, their own activity-oriented language. So we should speak to the students not in our own language, but their own language. That is a problem here. So, bien sûr, ils sont bien compris, mais il y a encore un problème de la langue. C'est-à-dire, si on explique bien à son langue propre, soit en créole ou en français, ça sera encore beaucoup plus mieux.
Alors pour vous, justement, aller voir ces jeunes collégiens, ces jeunes enfants, est-ce que ça veut dire que le meilleur rempart à la violence, ça passe d'abord par l'éducation? Excuse-moi. Est-ce que l'éducation est le meilleur moyen de lutter contre la violence? Whether it is a good manner to explain the children to practice the non-violence? It's a good thing, no doubt about it. The thing is that we should not simply go and meet them in a preaching mood. We should discuss with them, we should ask questions to them, and we should get answers from them. It should be a discussion form of language that we should communicate with them. When we are communicating with them in a preaching language, no way of going to their side. C'est pas vraiment pour faire des lectures de non-violence, mais pour pratiquer dans la vie quotidienne avec eux tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on fait, respectant la philosophie non-violence. Ah, justement, dans les faits, comment on apprend à être non-violent, concrètement pour les enfants, comment on s'applique cette philosophie? How you can make this for the children, the philosophy of non-violence? Especially having the background of working among the teachers and the students in my native place in Kerala. We had a very wonderful program of Gandhi Darshan by projecting Gandhi as a model in front of the students. And by projecting Gandhi as a model, we asked the students to be truthful, to be honest, to be non-violent, to be service attitude, and at the same time to be Swadeshi mentality. So these are the 5 cardinal principles that makes the younger minds motivative, character in the early stages of character formation. So this will guide them in the correct way that they should be guided in their later years. If you are not giving them the proper guidance during that stage with the action-oriented programs, it is not going to change them in the change that we wanted to imbibe them to be service activity oriented, and that is not going to be materialized if we are not going to train them in the age group of 3 to 14 age. So, on a beaucoup d'expérience à l'État de Kerala, on a bien pratiqué, on a bien expliqué, on a bien pratiqué la philosophie de non-violence avec des étudiants et avec des enfants, avec des élèves. Donc, s'ils sont très petits, par exemple, jusqu'à 3 ans, jusqu'à 14 ans, ils sont comprennent et plus il va pratiquer dans la vie plus tard. Donc ça c'est la meilleure moyenne pour expliquer la population plus des enfants qui est la citoyenne prochaine quoi. Donc ça c'est la meilleure solution pour expliquer aux étudiants pour pratiquer la non-violence. Alors, je reviens à un point d'actualité. Hier, on lisait dans les journaux qu'il y a eu une tuerie, en fait, une de plus dans une université américaine dans l'Oregon qui a fait une dizaine de victimes. Est-ce que c'est un échec de nos sociétés? Yesterday, there was one information from United States. There is one act of violence in the school. They have killed about 10 students in a college. So whether it is a problem really for our community, for this population? It is a problem of the community in which the students are to be grown up. Quite naturally, the mentality of the elders, the way in which the students are taken care of in the home, the way in which they are taken care of in the school, certainly it will have a direct impact on the students. This is a very aggressive stage
the 3 to 13 years, if they are not properly trained and oriented in an attitude and change, nothing is going to happen after 14. After 14, they will be influenced by the trends in the TV, the trends in the way that they are seeing the movies and this type of things. They are fascinated. So quite naturally, the things that they are seeing in the TV, in the movie, in the media, they will think that this is an actual world. If we are giving them a strong base in the early ages, there is no chance of moving away from the good habits. So, bien sûr, il y a un problème pour la communauté aujourd'hui. Pourquoi il y a partout il y a de la violence. Donc, c'est pour ça on propose toujours pour éduquer des enfants depuis 3-4 ans jusqu'à 14 ans. Donc, comme ça, ils sont une bonne base pour la vie, comment pour réagir, comment pour faire des choses dans la vie. Donc, si des enfants, il y a cette base de philosophie depuis d'âge des enfants, et plus tard, s'il vient pour personne adulte, il va pratiquer c'est la même manière. Sinon, qu'est-ce qui se passe après 14 ans ou 15 ans, il va regarder toute la télévision, tous les jeux électroniques. Tout ça, c'est extrêmement d'agressivité et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il pense? Ça, c'est la vie. Donc, il pratique toujours des choses. Qu'est-ce qu'il voit à une télévision? Qu'est-ce qu'il voit à une jeu électronique? Et tout ça. Ça, c'est un premier problème pour la société. One more thing I wanted to add, focus on this point is the training of our military for the use of the armaments. How much money, how much time, how much effort that we have been using for training our own people to use this type of material. At the same time, we are neglecting the other side. A man, if we want he is to be a non-violent man, we should train them. A sufficient quantity of time, money and effort should be needed to train a person to be non-violent. We are giving only the focus training of to be violent. It's a violent, aggressive society. If we want to go back to a non-aggressive society, we should give the focus, we should shift the focus to the training side to be non-violent trainers. Aujourd'hui, on trouve partout dans le monde, il y a des militaires qui dépensent beaucoup d'argent. Et ils dépensent beaucoup d'argent pour entraîner les soldats, tout ça. Ça, c'est une grosse montant pour le développement du pays. Mais en même temps, si on a fait des dépenses pour éduquer les enfants en manière de non-violence, on n'a pas besoin, plus tard, on n'a pas besoin pour dépenser autant d'argent pour la militaire, pour l'agression, tout ça. Donc ça, c'est un problème pour la population aujourd'hui. Les États devraient donner leur énergie à la non-violence plutôt qu'à la violence. Oui. Je reviens un petit peu sur l'état du monde. C'est vrai qu'en ce moment, l'actualité entre la Syrie, cette tuerie aux États-Unis, enfin, tous les jours, on prend une dose de violence dans l'actualité. Est-ce qu'on peut garder espoir, Dr Augustide, d'arriver un jour à une société pacifiée? Today we are seeing in Syria and other places a lot of violence, the bombing of places and killing so many people. So is it possible afterwards, a day in the future, it will be a society practice non-violence? See, till the arrival of Gandhi in the scene, non-violence was only a theoretical concept. So after Gandhi, or with the arrival of Gandhi, we have the chance of seeing that non-violence is a practical aspect. The same thing that Martin Luther King showed us in America,
The same thing Nelson Mandela showed in South Africa. These all things that is happening in the world is just because we are the proponents of both the violence and non-violence. On one side, our own people, those who are speaking in the name of peace, they are indirectly cultivating violence by selling the armaments. The big powers, on one side they are selling the armaments, on the other side they preach to be peaceful. How it can be possible? On one side is selling arms and armor, that type of material. Fortunately, this is going to be a benefit for the terrorists. If the big nations, they are going to be saying that no, we are not going to sell any armaments to any terrorist groups, certainly it will be going to an end. So we should understand that we are the people responsible for the terrorists. Now that terrorism turned against the builders of the terrorism, builders of terrorism. When they turned against the builders of terrorism, that is going to be a problem to the builder. Now we are worrying about it. So it's a natural phenomena. Someday it will happen, and the reversal will take place, and we should see the reversal will come. Certainly, there is a way. There is only way for non-violence. No way for the violent attitudes and violent behavior or violent type of action. Avant Gandhi, la non-violence c'était juste théorie. Et après Gandhi, on a expliqué comment pour pratiquer. Et il a montré dans la vie quotidienne qu'est-ce qu'on peut faire avec le système de non-violence. Et après Gandhi, on a vu Martin Luther King aux États-Unis. Lui aussi, il a montré la vie pratique pour la non-violence. Et après Martin Luther King en Afrique du Sud, il y a Nelson Mandela aussi montré. Donc c'est tout à fait possible pour pratiquer, pour montrer on peut faire des choses avec la non-violence. Ça c'est nous-mêmes doivent penser ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve dans la mode? Il y a des politiciens qui parlent d'un côté de paix. Et l'autre côté, ils montent des armes pour tous les terroristes et pour tous les pays agressifs. Donc, si on regarde vraiment cette chose-là, et c'est la politicienne ou le chef d'État, chef de gouvernement qui dépense l'argent pour faire le terrorisme d'un côté, et l'autre côté, il parle de paix. Et ça, c'est pas possible pour fonctionner. Une côté, la non-violence, et la deuxième côté, c'est la violence. Donc, ça, c'est nous doit penser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la population plus tout le pays, tout la dirigeant du pays doit penser qu'est-ce qu'on doit faire pour cultiver une société et avec le système de non-violence. À ce moment-là, on n'a pas besoin pour dépenser autant d'argent pour les armes et armements. I think this problem can be over within 1 or 2 years if the world community, the world government should take a decision that our school students are going to be trained in the act of non-violence. Mm-hmm. It is going to be an attitude change. Once the attitude is changed, there won't be any place for the violent type of behavior. So let us hope the world will come for the reversal, and just like the military training, we have to give training to the students and youngsters in non-violence.
Et c'est le chef d'État plus le gouvernement doit prendre la décision pour entraîner depuis le début de la vie des enfants pour pratiquer la non-violence, et plus tard il va venir citoyen responsable, sérieux pour le pays. Donc c'est au lieu d'entraîner la militaire et plus pour l'armement, c'est la meilleure solution pour entraîner la population totalement dans le monde. Et c'est le gouvernement doit prendre une décision pour pratiquer cette théorie pour la vie. Alors on entend bien que effectivement l'espoir est possible et qu'il faut y croire que si la violence est possible, surtout la non-violence l'est aussi. Est-ce que pour se quitter, Dr Augusti, vous pouvez nous citer une de ces phrases de Gandhi que vous aimez particulièrement? Is it possible to just to explain one phrase Gandhi qui a parlé de non-violence? Gandhi's? A phrase, I mean one sentence. A quote from Gandhi. That is Satyagraha. Satyagraha. That is Gandhi's action plan of non-violence is nothing. Nothing, it is Satyagraha. And the Gandhian philosophy in one word, it is Sarvodaya, the welfare of all. This is Satyagraha. Satyagraha, c'est la phrase qu'il a expliqué. Satyagraha, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord et vous combattez pas avec les gens, mais vous faites plutôt une manière très agréable avec la paix. Il conteste, il fait une satyagraha, c'est-à-dire il a dit je ne suis pas d'accord avec ça, mais je fais contre vous une protestation à manière très très agréable avec le système de non-violence. On peut résister de façon pacifiste. Oui. Je me tourne vers vous et donc cette déclinaison un petit peu donc des événements ce week-end, hein, parce que ça dure plusieurs jours jusqu'à dimanche. Dans le programme de la manifestation, en dehors des interventions auprès des écoles, parce que nous avons pensé qu'il faut toucher les plus jeunes le plus tôt possible pour essayer de voir s'ils arrivent à mettre en pratique ces grands principes de la non-violence. Mais nous estimons qu'il fallait faire aussi une opération vraiment grand public. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons cette marche demain, 3. Le départ est prévu à 16h au rond-point Martin Luther King pour arriver au rond-point du Mahatma Gandhi à Saint-François. Ils sont les deux grands symboles de la non-violence. Et nous profitons de l'occasion pour inviter tous les Guadeloupéens qui sont conscients que la violence, sous toutes ses formes, s'est beaucoup développée ces dernières années en Guadeloupe, et que cette société même dans laquelle nous vivons est génératrice de violence, et qu'il était bon de faire cette marche pour attirer l'attention de tous sur ces problèmes de violence et surtout prendre la résolution de mettre en pratique les grands principes de la non-violence, parce que ce n'est que si et seulement si chaque Guadeloupéen accepte de faire un minimum d'efforts dans son rapport avec l'autre, que nous allons pouvoir stopper, peut-être voir baisser tous ces phénomènes de violence qui meurtrissent la Guadeloupe. Eh bien, merci. En tout cas, merci à tous d'être venus sur le plateau avec ces messages donc, de non-violence. Je voudrais avant tout vous remercier de nous avoir reçus. Et j'espère que demain, Canal 10 sera présent sur cette marche. Et je voudrais préciser, au terme de la marche, M. Augusti va faire une intervention sur la non-violence et comment pratiquer la non-violence, et d'autres personnalités de Guadeloupe aussi interviendront sur les problèmes de non-violence et de violence en Guadeloupe. Donc on rappelle le départ de la marche. Départ 16h au rond-point Martin Luther King, Saint-François, pour aller au rond-point du Mahatma Gandhi. Ça fait à peu près 2,5 km. Ok, très bien. Merci à vous. C'est la fin de ce ZCL. Le prochain rendez-vous donc avec l'actualité, c'est ce soir à 18h30. D'ici là, bel après-midi. À tout à l'heure.